Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous dans le cadre de ce café juridique placé sous le thème de l'industrie pharmaceutique. Euh, alors pourquoi un café juridique sur le thème de l'industrie pharmaceutique? Tout simplement parce que l'une des actualités récentes au niveau du Cameroun, en tout cas, c'est le forum, la première édition du forum Pharma Expo, salon dédié aux pharmaciens de la zone CEMAC, qui se tient à Yaoundé au Palais des Congrès du 21 au 23 septembre 2023, c'est-à-dire à la fin de ce mois, et au cours duquel les principales préoccupations qui vont être évoquées euh, sont les enjeux et les perspectives de l'industrie pharmaceutique dans cet espace économique qui est en Afrique. La tenue de ce forum intervient dans un contexte marqué par des préoccupations de plus en plus grandissantes autour de l'accès aux soins de santé. On peut citer entre autres les poussées inflationnistes qui affectent le pouvoir d'achat des populations qui peinent de plus en plus à acheter les médicaments pour se soigner, la plupart des médicaments étant importés, les prix auxquels ils sont commercialisés en pharmacie les rendent bien souvent inaccessibles, malheureusement. Deuxième point, la faiblesse de production de l'industrie pharmaceutique locale qui peine à satisfaire une demande grandissante. Et enfin, troisième point, le changement climatique qui entraîne l'apparition de nouvelles pathologies ou la résurgence de certaines. La prise en compte de toutes ces préoccupations pose un problème, en l'occurrence celui des challenges liés à l'innovation dans l'industrie pharmaceutique. Alors aujourd'hui, pour répondre à ces préoccupations, nous avons le plaisir d'accueillir dans le cadre de cette rencontre deux experts, en l'occurrence d'une part Yvan Jean-Patrick Agbassi, qui est le promoteur d'Enopharm basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ça c'est pour le premier intervenant. Et tout de suite à côté de lui, nous avons Gaëtan Comgem, qui est le promoteur de Senacare. Rassurez-moi, j'espère que j'ai donné les désignations exactes, s'il vous plaît. Oui, parfait. Ok, merci. Alors, sans plus tarder, avec votre permission, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avec la première préoccupation, s'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Euh, Vous avez la parole, hein, étant donné qu'il n'y a pas de femmes dans le panel, on n'a pas besoin de celui qui veut prendre la parole. Je vais laisser Yvan commencer. Super, je m'apprêtais à dire la même chose. Donc bonjour à tous, je suis Yvan Agbassi. Je me décris comme un entrepreneur social passionné de santé et d'innovation. Je suis également un activiste, spécialiste en recherche qui milite pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies en matière de santé pour les populations du monde. Je suis pharmacien de formation, donc j'ai eu la chance d'étudier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai aussi un master en économie de la santé du CESAC, toujours à Dakar, j'ai beaucoup aimé le Sénégal. Et j'ai un master en pratique de développement que j'ai obtenu à l'école des affaires internationales de Sciences Po Paris. Donc j'ai un peu plus de 12 années d'expérience dans tout ce qui est santé et développement international. J'ai travaillé avec diverses organisations, dont les agences des Nations Unies, des ONG nationales et internationales. Et aujourd'hui, comme il a été mentionné, je suis à mon propre compte avec Enopharm. Enopharm qui est une entreprise qui se spécialise dans l'engagement du secteur privé, dans tout ce qui est intervention de santé publique. Et désolé, j'ai un peu l'avant-oui, parce que je suis un peu là. Merci. Merci Yvan, et déjà, prompt rétablissement à vous. Nous passons la parole à Gaëtan. Parfait. Donc déjà enchanté Yvan, je découvre aussi pour la première fois. Donc moi c'est Gaëtan Comguen. Donc moi je vais me présenter comme étant le fils d'un pharmacien. Vous allez comprendre pourquoi. Moi mon parcours en fait, je suis expert en technologie d'information. J'ai grandi donc au Cameroun, sur le CEMAC, et ensuite je suis allé faire mes études d'ingénieur en France où j'ai travaillé. Et après, justement, après 15 ans sur le territoire français, je suis allé en Amérique du Nord, donc au Canada, où je suis actuellement. Donc là,
il y a un peu un décalage horaire, et c'est un peu tôt ici, mais je trouvais que c'était important que je sois présent ici. Donc moi, qu'est-ce que je fais à part les tenues d'information? Je me suis beaucoup impliqué dans le domaine de la santé. Donc, le fait que bien sûr mon père était pharmacien et le fait d'avoir des sœurs et des frères qui sont dans le domaine médical. Donc avec ma famille, on a mis en place justement une solution d'e-santé pour répondre à la problématique des soins à domicile, achats et médicaments justement pour des personnes qui n'ont pas la capacité de s'en procurer. Donc on a donné naissance à la plateforme Sénacare qui est actuellement présente au Cameroun, au Bénin et au Sénégal. Donc c'est vraiment dans ce cadre d'idée que je travaille, je m'implique dans le domaine de la santé. À côté de ça, justement, j'ai d'autres activités dont la mise en place d'une chambre de commerce Québec-Afrique, toujours pour créer ce pont. Je pense que plus tard, on aura aussi l'utilité de pouvoir bénéficier des apports de l'Occident en fait, pour contribuer à l'émancipation de notre pays et de nos pays africains. Merci. Merci également à vous, Gaëtan, pour cette brève présentation. Et nous poursuivons notre échange avec une autre préoccupation. Que l'Afrique abrite plus de 17% de la population mondiale, mais moins de 5% de la production pharmaceutique mondiale, montre toute l'urgence de favoriser le développement des industries pharmaceutiques locales. Quel est votre avis au sujet de cette affirmation récemment faite par Dr Raymond Bleu-Lenné, Managing Partner de Socopharm, une industrie pharmaceutique ivoirienne à vocation panafricaine et internationale? Donc on suit le même ordre. Donc merci pour la question. Ce qui est rigolo, c'est que j'étais au téléphone avec Raymond juste avant de commencer cet appel. Donc je suis, disons, totalement d'accord avec cette affirmation. Disons que le faible pourcentage de la production pharmaceutique mondiale en Afrique, comparé à sa population, souligne la nécessité cruciale de stimuler le développement des industries pharmaceutiques locales. Donc, cela contribuerait non seulement à renforcer l'économie locale, mais aussi à réduire la dépendance aux importations de médicaments, tout en améliorant l'accessibilité et la qualité des médicaments pour nos communautés. En soutenant nos propres industries pharmaceutiques, nous pourrons créer des emplois, améliorer la qualité de nos médicaments et contribuer à notre propre développement. Donc cela accélérera notamment l'introduction de nouvelles technologies qui généralement, lorsqu'il y a des nouveaux médicaments, ils ne vont pas forcément venir chez nous avant d'être autre part. Donc si on a nos propres industries au niveau local, on a plus de contrôle pour l'introduction de nouvelles technologies sur le continent. D'autant plus que nous en avons le plus besoin. Donc merci Yvan et nous passons la parole à Gaëtan. Oui, donc moi je ne connais pas le docteur Raymond, mais bon, je le remercie justement pour son insight précieux et son engagement envers une question pertinente là, qui est significative dans le contexte actuel de l'Afrique. Moi je pense, je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'il a absolument raison de souligner l'urgence de développer des industries pharmaceutiques locales sur le continent africain. Parce que selon ces statistiques, justement, en considérant que l'Afrique avait plus de 17% de la population mondiale, il est impératif qu'on ait justement un point de vue économique, pour moi, mais également un point de vue public. Et on doit se concentrer sur le renforcement de la production pharmaceutique locale. Donc ça peut servir à quoi justement de renforcer cette production locale. Donc, la mise en place d'industries pharmaceutiques peut être doucement servie à plusieurs fins. Il y a la sécurité sanitaire. Donc un approvisionnement local stable peut garantir une meilleure préparation et réponse aux crises sanitaires en réduisant la dépendance aux importations. Je pense que la Covid, tout le monde sait ce que c'est un très bel exemple. Et la création d'emplois, je pense que Dr Yvan l'a dit tout à l'heure, la création d'emplois, donc le développement de ces instituts peut potentiellement créer des emplois qualifiés et cela va contribuer justement à l'essor économique des différents pays africains.
Il y a la recherche et développement, point très important. Ça va stimuler la recherche et le développement au niveau local, mais ça permet aussi de répondre efficacement aux besoins spécifiques de la population africaine. Moi, je suis par exemple ici au Canada, par rapport au contexte africain, c'est sûr que si on apporte l'industrie canadienne, on ne répondra pas forcément parce qu'on ne connaît pas le contexte africain. C'est assez intéressant ce que vous... Avec Senaker, on a souffert. Allô? Allô? Oui, je disais, c'est assez intéressant ce que vous venez de souligner, parce que depuis des années, on a souvent des cas de personnes qui disent c'est compliqué d'avoir par exemple de faire par exemple du paludisme lorsqu'on est à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, parce que c'est une pathologie qui est tellement mal connue, puisqu'étant classifiée comme étant une pathologie tropicale, elle n'est pas forcément bien appréhendée, ou alors, c'est-à-dire, quand je dis bien appréhendée, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément toujours les médicaments produits dans ces espaces-là et qui peuvent permettre de soigner véritablement, par exemple, cette pathologie-là. Exactement. Donc, pour terminer justement mon propos, moi je pense que, en réponse à son appel, l'appel du docteur Raymond, et c'est vraiment pertinent qu'on mobilise l'ensemble des parties prenantes, y compris les gouvernements, en fait, les secteurs privés et les institutions éducatives. Je pense que on comprendra à la suite pourquoi. Il faudrait que tout ce monde travaille ensemble pour créer un écosystème favorable au développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Merci à tous les deux pour ces éléments de réponse. Et nous poursuivons notre échange avec une autre préoccupation. D'après vous, quelle est la segmentation du marché des produits pharmaceutiques au niveau local? Parce que bon, c'est bien de parler de l'industrie pharmaceutique au niveau local, mais est-ce que c'est possible de segmenter? Donc, merci, j'ai bien aimé la question parce qu'on dit d'après vous. Donc, d'après Yvan Abbassi. Donc, le marché pharmaceutique local, il peut être segmenté en plusieurs catégories, notamment les médicaments génériques, les produits locaux, les dispositifs médicaux et les produits de santé naturelle. Donc, disons que chacune de ces catégories, bon, excusez-moi, je ne peux pas donner de chiffres, mais disons que chacune de ces catégories présente des opportunités spécifiques, ainsi que des défis particuliers en termes de développement et de distribution. Donc, disons que les médicaments génériques assurent l'accessibilité, parce qu'ils facilitent, l'accessibilité financière dans un premier temps pour les populations, parce que généralement, ils sont à moins de coût comparativement aux préceptes. Les produits naturels, disons, s'inscrivent dans des approches de médecine traditionnelle, qui, je pense, est en phase avec les réalités du continent. Tandis que les innovations apportent de nouvelles solutions pour les problèmes de santé spécifiques. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours de développement. Il y a un vaccin contre la tuberculose qui est en préparation et très bien avancé. Il y a un vaccin contre le paludisme qui a commencé à être introduit dans certains pays. Donc c'est vraiment ce type d'innovation-là qui répond à des problèmes bien spécifiques qui pourraient aussi apporter une valeur ajoutée au marché local. Voilà, merci. Merci Yvan. Nous passons la parole à Gaëtan. Oui, donc j'ai envie de dire qu'Yvan a presque tout dit. Et bon, moi je vais essayer d'apporter, on va dire, peut-être une réponse dite différemment. Moi je voyais en fait par rapport à cela, je réfléchis un peu à la question, différents types de classification en fait qu'on peut avoir là pour la segmentation. Donc on peut avoir une segmentation par type de produit. Donc là je dirais les médicaments sur ordonnance nécessitent une prescription médicale pour être acheté. Les médicaments en vente libre. Ça peut être par exemple, je vais dire un exemple, le paracétamol, ça peut être un exemple. Les génériques, comme l'a dit Yvan tantôt, qui sont des médicaments qui ont la même composante que les médicaments de marque et qui sont vendus sous un nom générique. Vous avez les produits biosimilaires, qui sont des médicaments biologiques similaires mais non identiques à un autre médicament biologique déjà prouvé. Donc ça, c'est une classification par type de produit. On peut avoir une classification par canal de distribution. Donc vous avez les pharmacies de détail, donc ce sont les pharmacies traditionnelles pour les consommateurs
peuvent acheter des médicaments, les pharmacies en ligne. Enfin, je ne sais pas si c'est déjà développé en Afrique. Bon, je lève la main, professionnel des TI, je peux accompagner pour mettre ça en place. Des hôpitaux et cliniques, donc il y a aussi des pharmaciens dans des hôpitaux et cliniques qui sont justement propres aux pharmaciens intégrés pour distribuer les médicaments aux patients. Vous avez les grossistes, qui sont des entreprises qui vendent des médicaments en grande quantité à divers revendeurs et institutions médicales. Vous avez aussi un autre type de segmentation qui peut être par groupe thérapeutique. Donc, vous avez des médicaments qui vont être des cardiovasculaires, antidiabétiques, antiviraux, antibiotiques, oncologiques, etc. Vous avez une autre classification qui peut être par utilisateurs finaux, donc des médications, donc des produits pour les adultes, des produits pour la pédiatrie, pour la gériatrie. Et puis il y a aussi la classification justement par région aussi, qu'on peut dire région, localité, donc en fonction de sa région démographique ou géographique. J'ai d'autres classifications, mais je vais m'arrêter là. Mais il y a vraiment différentes façons de classifier, segmenter les produits. D'accord. En tout cas, merci, c'est bien noté, Gaëtan. Nous poursuivons notre échange avec une autre préoccupation. D'après vous, quels sont les enjeux liés au développement de l'industrie pharmaceutique au niveau local? Bon, je pense que peut-être c'est une répétition ou alors une redite, parce que vous l'avez clairement souligné tout à l'heure, développement, création, développement des emplois, accessibilité, meilleure accessibilité aux soins de santé, parce que bon, lorsque le médicament est produit localement, forcément ça a une incidence sur le coût, et notamment une incidence favorable sur le coût, ce qui fait qu'il est plus accessible pour les populations. Bon, j'ai pas retenu tout, mais bon, voilà quelques éléments. Donc c'est pour ça que, à mon humble avis, ces enjeux-là, vous les avez déjà évoqués. C'est bien ça. Et, oui, c'est bien ça. Et peut-être, je pense que c'est couvert. Je vais peut-être ajouter juste un élément qui est, disons, un précurseur pour faciliter la recherche et le développement dans de nouvelles solutions médicales. C'est vraiment la création d'un environnement propice à l'investissement. Donc c'est vraiment un must. Et c'est même des enjeux aussi qui permettraient de faciliter le développement de l'industrie pharmaceutique locale. C'est-à-dire, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut potentiellement taper. C'est des facilités fiscales, des encouragements, des mécanismes de financement. Donc c'est vraiment un enjeu important à considérer en plus des différents éléments qui ont été mentionnés par moi, Gaëtan. Ok, d'accord, merci, c'est bien noté. Et nous avons donc une autre préoccupation. Dans la liste des risques liés au développement de l'industrie pharmaceutique au niveau local, on retrouve la création de médicaments parfois non respectueux des processus hygiéniques et sanitaires. Quel est votre point de vue à ce sujet? Ces risques sont-ils les seuls identifiés ou alors y en a-t-il d'autres? Et si oui, lesquels? Je pense que sur ça, comme Yvan a beaucoup commencé, là, on va laisser Gaëtan. Répondre en premier, ensuite je prends. Parfait. Donc, oui, c'est vraiment une question qui me touche beaucoup et je pense qu'elle nous touche beaucoup tous en tant qu'Africains. Parce qu'on voit que la création de médicaments qui ne respectent pas les normes hygiéniques et sanitaires est en effet un risque significatif dans le développement de l'industrie justement pharmaceutique locale. Surtout dans un contexte où les systèmes d'alimentation peuvent être moins robustes. Donc, ils sont pas assez éprouvés. Donc, sur le non-respect de ces normes hygiéniques sanitaires, je pense que c'est un risque majeur qui peut avoir des conséquences graves, telles que la mise sur le marché des médicaments contrefaits ou de qualité inférieure, ce qui peut mettre ou ce qui met en danger en fait la santé des consommateurs. Ce qu'on pourrait faire comme solution, il ne faut pas juste écrire, mais proposer aussi des choses. Moi, je pense que pour atténuer ces risques, il est impératif de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux, d'éduquer et de former les acteurs de l'industrie. C'est important en fait à partir éducation et formation, et surtout promouvoir une culture d'excellence et de
conformité avec les normes internationales pour pouvoir s'arrimer avec ce que se fait déjà et pouvoir éduquer ceux qui nous apportent cette industrie en fait. Les risques potentiels, autres risques potentiels, bon, ça je pense que ça va peut-être couler de sens, mais bon, on va quand même le citer. On a des surdosages et effets secondaires, donc on a des processus de production non maîtrisés qui peuvent conduire à des erreurs de dosage, engendrant des risques de surdosage et des effets secondaires graves. Que sont suite à des normes, on peut avoir ce genre de problème. Résistance aux médicaments, donc la production non réglementée peut contribuer à une utilisation abusive des médicaments, favorisant ainsi l'apparition de résistance aux médicaments, notamment ce qui concerne les antibiotiques. Vous connaissez l'adage, antibiotiques c'est pas automatique. Donc, les échecs commerciaux. Donc, sans une étude de marché appropriée et une stratégie bien définie, il existe un risque d'échec commercial dû à une mauvaise acceptation des produits locaux. Pour ce qui est dans le domaine, il pourra confirmer ce que je dis. Problème éthique. Souvent, on va dire les industries pharmaceutiques, elles ne sont pas très éthiques, elles veulent juste vendre leurs produits et puis se faire de l'argent. Donc, on a des questions éthiques telles que les tests cliniques non éthiques et la corruption, justement, qui peuvent également se poser, sans la confiance du public dans l'industrie locale. On a aussi les problèmes environnementaux, qui sont des questions, en fait, on peut entendre parler tout le temps. Donc, la production pharmaceutique peut avoir un impact environnemental considérable, notamment en termes de gestion des déchets et de pollution. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre justement face à cela? On peut avoir une réglementation robuste, comme je l'ai dit, des certifications également, donc encourager les entreprises à obtenir des certifications et agréments internationaux pour garantir la qualité et la sécurité de leurs produits. Collaboration intersectorielle. Donc, il faudrait que les gouvernements collaborent entre eux, justement, les institutions académiques et les secteurs privés, tout cela pour garantir un développement harmonieux et réglementé de l'industrie. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que le développement de l'industrie pharmaceutique au niveau local en Afrique peut présenter des risques significatifs, mais une approche coordonnée et réglementée peut permettre d'atteindre justement efficacement et construire une industrie qui est à la fois sûre et bénéfique pour nos populations. Merci Gaëtan. Et nous passons la parole à Yvan. Bon, je pense que c'est difficile d'ajouter quelque chose après cet exposé très intellectuel et très avisé de Gaëtan. Je vais juste peut-être revenir sur un ou deux points rapidement. Peut-être j'ai bien aimé l'échec commercial lorsqu'il disait que ça peut un peu toucher la confiance des populations. Donc sur ce point-là, c'est vraiment pour qu'il y ait une entreprise, un marché pharmaceutique local fort, ce serait de vraiment s'appuyer sur tout ce qui est société civile, tous ces éléments-là. De temps en temps, dès le départ, améliorer la confiance au niveau des populations. Et l'autre risque qu'il a mentionné, c'était aussi par rapport à la qualité de l'information. Disons que la formation locale doit être en adéquation avec les objectifs de développement de pharmaceutique locale. Il faut s'assurer que nous, en interne ici, on a les compétences qui permettent de soutenir ce type d'initiative et qui permettrait d'avoir un développement périn du marché pharmaceutique local et surtout du développement industriel. Voilà. Ok, merci à tous les deux. C'est bien noté et nous poursuivons maintenant avec une autre préoccupation. D'après vous, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour améliorer la productivité des industries pharmaceutiques au niveau local, du point de vue, par exemple, réglementaire et administratif, ou encore du point de vue fiscal ou du point de vue financier? Bon, on n'a pas forcément besoin d'une liste exhaustive, mais tout au moins suggérer des pistes. Parce que bon, là, on est vraiment... Oui, vas-y, pardon. Parce que là, on est vraiment dans la partie pratique. Et c'est pour ça que... Voilà. Non, mais je pense qu'à ce niveau, Gaëtan a déjà donné beaucoup d'éléments de réponse. Donc, je vais être, je pense, bref. Donc, pour améliorer la productivité,
nous devons avoir des règles claires et justes. Donc cela signifie des régulations qui assurent des produits de qualité, ainsi que des mesures fiscales et financières qui encouragent la croissance et la recherche. Donc, comme j'avais déjà dit, notamment des incitations à l'investissement et des mécanismes de financement qui peuvent faciliter l'engagement des parties prenantes clés. Donc, encore une fois, des incitations financières peuvent stimuler la recherche et le développement de nouvelles structures médicales. Je vais m'arrêter. Ok. Merci Yvan. Gaëtan. Oui, oui, donc je pense que, comme on l'a dit, en fait, on l'avait déjà dit, et puis lui aussi, hein, donc juste en bullet point, pour que ça fasse peut-être en résumé. Donc on a parlé des normes, il faut pouvoir les harmoniser. Je pense qu'on a aussi parlé je ne sais pas si on en a parlé tantôt, mais il faut qu'on puisse faciliter les procédures administratives en fait. Donc on connaît la bureaucratie. Vous en faites pas, c'est pas qu'en Afrique, c'est un peu partout. Hein, mais des fois, faciliter la bureaucratie, ça permet d'aller un peu plus vite dans la mise en place justement des choses. Formation et éducation, j'en ai déjà parlé. On parlait d'incitation fiscale, c'est important. Il faut pouvoir justement inciter les entreprises à s'installer pour pouvoir le faire avec des allégements fiscaux. Il faut faciliter l'accès au financement. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, mais c'est avec le financement qu'on peut arriver à être un peu plus compétitif et pouvoir créer beaucoup plus d'institutions sur notre territoire. Après, il y a d'autres mesures comme améliorer les infrastructures. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Et puis, comme je disais tantôt, mettre en place des partenariats, des collaborations entre gouvernements et institutions académiques et industrie. Ok. Merci à vous pour ces pistes qui, nous l'espérons, seront utiles à toutes les personnes qui vont écouter la rencontre. Et maintenant, nous poursuivons avec une autre préoccupation, les habitudes des consommateurs. Est-ce que, d'après vous, les habitudes des consommateurs constituent-elles un frein à la production, à la distribution des produits fabriqués localement? Bon, je vais prendre celui-là. Je pense que les habitudes des consommateurs sont importantes. Hein. C'est un peu en phase avec ce que j'avais déjà mentionné là. Elles peuvent être influencées par l'éducation. C'est-à-dire, bon, généralement, on a beaucoup recours à la médecine traditionnelle. Donc, peut-être certains produits au niveau desquels il faut pouvoir orienter la production locale. Donc, l'éducation compte. Donc, il faut vraiment montrer l'avantage des produits locaux et de telle sorte à ce que les personnes soient plus enclines à les adopter. Et quand je parle de produits locaux, je ne parle pas juste de médecine traditionnelle, de produits naturels, mais même les médicaments génériques qui peuvent être développés localement. Donc, c'est vraiment de montrer à la population africaine quels sont ces avantages-là pour permettre aussi de toucher les populations. Donc, l'éducation du public sur les avantages de ces produits en termes de qualité, d'accessibilité, de contribution à l'économie peut réellement encourager leur adoption. Si on dit à un moment qui s'est saigné pour mettre son enfant à l'école, que son enfant contribue à développer un produit qui est vendu localement, et donc ça contribue à l'économie du pays, je pense que c'est ce type de message-là que l'on veut peut-être entendre et qui pourrait impacter positivement les habitudes des consommateurs sur la distribution. Merci Yvan, nous passons la parole à Gaëtan. Oui, donc Yvan, bravo justement pour ton plaidoyer, si je peux dire ça. Oui, on peut voir des habitudes, on va dire, locales comme un frein, mais je pense que c'est aussi une opportunité pour renforcer le développement le secteur en fait. Donc, comme frein potentiel, hein, on a toujours la préférence pour les médicaments importés, on a plus confiance à cela. Et du coup, quand il y a des nouveaux produits qui sont mis en place par les industries pharmaceutiques locales, la population un peu, on va dire, méfiante. Donc, aussi, je pense qu'Yvon l'a dit, hein, la population locale se tourne souvent vers l'automédication. C'est ça,
on a tendance justement à l'automédication et à l'achat de médicaments sans prescription. Donc ça peut présenter un danger pour la santé publique, mais compromet des efforts pour réguler et formaliser le secteur pharmaceutique. Comme je disais, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que on doit investir dans l'éducation et la sensibilisation. Si on informe les consommateurs sur la qualité et l'efficacité des produits pharmaceutiques, cela va permettre d'aider à changer les perceptions et les habitudes. D'accord. L'opportunité de développer des produits adaptés, tout à fait, et surtout la promotion de la santé publique. Donc, je pense que la santé publique fait son travail en expliquant justement les habitudes. Les consommateurs vont pouvoir reprendre ces bonnes habitudes-là. Ok. C'est bien noté. Merci. Et maintenant, on a une autre préoccupation, toujours dans la continuité de la sensibilisation évoquée. Bon, je pense qu'on va sauter ce point-là, c'est-à-dire la sensibilisation fait-elle partie des outils qui peuvent permettre de booster la production locale? C'est clair, c'est ce que vous venez de nous dire. Maintenant, peut-être la seule précision qu'il faudrait savoir, auprès de qui doit-elle être effectuée? Ou alors auprès de qui et comment? Peut-être. C'est-à-dire, les populations, comment est-ce qu'il faut les sensibiliser? Les décideurs, comment est-ce qu'il faudrait les sensibiliser? Et lorsqu'on parle des décideurs, est-ce qu'il s'agit des décideurs au niveau local, au niveau international? En fait, quels sont les vecteurs ou les leviers qui d'après vous peuvent être utilisés pour sensibiliser ces personnes-là, pour faire bouger les lignes, comme on dit? C'est ça. Donc la sensibilisation doit toucher tout le monde, des gens comme nous, les techniciens, les décideurs. Donc il est important de montrer à tous comment est-ce que nos actions peuvent améliorer notre santé et notre économie. Donc disons que chacun à son niveau, il a un rôle. En éduquant tous les acteurs de la société, il est possible de créer un environnement favorable au développement de l'industrie pharmaceutique locale, mais principalement d'améliorer les soins de santé pour tous. Donc, les populations doivent être informées des choix qui s'offrent à elles en termes de produits de santé, et les décideurs, quant à eux, doivent être conscients de l'impact économique et sanitaire positif du développement de l'industrie pharmaceutique locale. De manière très pratique pour la population, ce serait peut-être d'impliquer beaucoup. J'aime beaucoup m'appuyer sur la société civile parce que c'est un milieu que je connais bien et dont je connais l'impact. Donc c'est vraiment d'associer ces acteurs-là dans ces actions de sensibilisation en faveur de l'industrie locale pour vraiment créer une appropriation au niveau de la population. Et pour les décideurs, c'est vraiment de faire ce que j'ai envie d'appeler des investment cases, mais de manière très pointue, qui leur montrait clairement, et je pense que là, c'est plus à démontrer l'impact économique et sanitaire positif du développement de l'industrie pharmaceutique locale. Ça peut être en se focalisant sur des segments bien précis ou des problèmes de santé bien précis, mais il est important de vraiment ressortir de manière très pointue cet impact économique et sanitaire qui pourrait vraiment montrer la voie aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Ok. Merci, c'est noté Yvan. Nous passons la parole à Gaëtan. Merci Yvan, c'est très fourni comme réponse. Donc, moi, comme toi, je dirais que la sensibilisation doit être une initiative multidimensionnelle en fait, qui va cibler différents groupes en fait, des niveaux pour être véritablement efficace. Donc au niveau local, on a parlé de la population. Donc en général, il faut pouvoir informer, l'éduquer sur la qualité et l'efficacité des produits pharmaceutiques locaux. Et à la jeunesse, donc notre jeunesse, hein, ce sont les populations qui est très jeune, donc à travers des programmes éducatifs pour cultiver une culture d'appréciation et de confiance envers les produits locaux dès le jeune âge, en fait, ce serait bien. Pour ce qui est justement des décideurs, donc on a le gouvernement, donc il faut pouvoir formuler des politiques favorables qui encouragent la production locale et garantissent des normes de qualité élevées, comme on le disait dans la question précédente. Toujours les décideurs dans les institutions de santé, donc il faut qu'on puisse collaborer avec les hôpitaux, les centres de santé pour encourager la prescription et l'utilisation de produits locaux.
Donc ça c'est au niveau local. Au niveau national, vous avez les industries. Donc ça va être les entrepreneurs ou les associations professionnelles. Les médias. Médias c'est très important. Faut justement il faut qu'on puisse éduquer les journalistes pour qu'ils puissent couvrir de manière appropriée les développements dans l'industrie pharmaceutique locale et promouvoir, promotion très importante, la production locale dans un reportage. Au niveau international, c'est travailler avec les organisations internationales, les agences de santé et avoir des partenaires justement commerciaux qui vont pouvoir investir sur les territoires locaux. Écoutez, merci encore une fois à tous les deux. Nous sommes parvenus pratiquement au terme de cet entretien, de cette rencontre, au cours de laquelle vous nous avez fourni un certain nombre d'éléments d'éclairage sur les préoccupations liées au challenge de l'innovation dans le domaine de l'industrie pharmaceutique au niveau local. Merci, merci encore, merci. Nous espérons que nous aurons le plaisir de nous retrouver avec vous avant la fin de cette année dans le cadre d'une rencontre, pas forcément sur l'industrie pharmaceutique, ou alors, bon, je ne sais pas comment on pourrait sortir de là, étant donné que c'est votre principal, c'est votre principale activité, voilà, votre principal secteur d'activité. Mais en tout cas, merci. Peut-être dans le cas de la sensibilisation, par exemple. En tout cas... Pourquoi pas. Et Yvan, en fait, il y a un point, je pense, qu'on n'a pas peut-être touché et pour lequel je voulais aussi rapidement partager un mot. C'était par rapport à la distribution pharmaceutique locale. D'accord. C'est-à-dire, c'est un levier important dans tout le processus qu'à la fin, il faut que les produits, même si on les développe localement, puissent atteindre les populations qui en ont le plus besoin. Et donc rapidement, je sais qu'on était à la fin, mais rapidement, donc l'amélioration de la distribution pharmaceutique locale, disons que ça nécessite une infrastructure logistique solide et des partenariats efficaces entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. On parle beaucoup aujourd'hui de mise en place de systèmes de suivi, de traçabilité pour augmenter la transparence et la sécurité de la distribution. En fait, j'ai voulu mentionner ça parce qu'il y a un point qui est un peu occulté, c'est-à-dire c'est de favoriser des engagements publics-privés au profit de la distribution pharmaceutique locale. Donc, il est nécessaire d'avoir une collaboration plus marquée entre ces secteurs-là pour une distribution efficace. Je veux dire, il y a certains éléments au niveau des chaînes d'approvisionnement, surtout publiques, qui peuvent être renforcés par l'apport du privé. Je parle de certains produits comme les vaccins, qui parfois restent seulement de secteur public et ne sont pas disponibles au secteur privé. Donc ce type de partenariat permet vraiment à la fin de faciliter la distribution des produits de santé essentiels aux populations qui ont le plus besoin. Donc je parle beaucoup de vaccination, mais également nutrition, tout ce qui touche aux maladies, au VIH, TB, tout ça. Donc je voulais vraiment mettre l'accent sur ce point-là parce que c'est un domaine qui me touche particulièrement, surtout avec Innofarm, où on travaille à faciliter l'accès de ces produits-là à travers des solutions innovantes et l'engagement du secteur privé dans le secteur public. D'accord. Merci. Merci Yvan. Gaëtan, un mot pour la fin. Pardon, un mot pour la fin. Déjà, merci pour cet entretien. C'était très instructif. Et puis, je pense que nous voulons tous le bien de l'Afrique. Donc, moi, le mot de la fin, c'est la collaboration. Il faut qu'on puisse justement collaborer tous ensemble et mettre notre matière grise en action pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est donnés face aux incitations qu'on a.